Dernière communication de cette matinée. Alors, j'ai perdu la page, donc c'est Isabelle Constant qui va parler, je sais, de monitorage, mais je ne sais plus l'intitulé exact. Monitorage de la profondeur de la sédation et de l'analgésie. Alors, vaste programme, hein. C'est pas facile de traiter ça en 20 minutes. Mais néanmoins, si j'arrive à ouvrir le topo, voilà. Néanmoins, comme les deux orateurs précédents ont fait déjà un petit point sur la sédation, ça va me permettre d'aller assez vite au début. Donc effectivement, vous avez déjà vu cette enquête, donc je passe très vite, une enquête sur les centres européens qui s'intéresse aux drogues utilisées, aux pratiques globalement en réanimation pédiatrique. Donc, effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, premier choix de drogue, le fentanyl, le midazolam, première combinaison utilisée en Europe de façon très déterminante, c'est la combinaison fentanyl-midazolam. Dans cette enquête qui est assez intéressante et très récente, effectivement, on voit qu'il y a quand même un certain nombre d'équipes qui sont amenées à utiliser les curares, et c'est pas très étonnant parce qu'il y a beaucoup d'indications respiratoires de SDRA dans les réanimations pédiatriques. Lorsque les patients sont difficiles à sédater, la première drogue choisie pour compléter la sédation, c'est la kétamine, puis effectivement, comme on l'a déjà dit, donc je vais très vite, le propofol suivi de l'Adex. Bon, ça c'était une petite particularité, enfin un truc ancillaire d'une certaine manière, ou un objectif secondaire. Il comparait les volumes, les réanimations pédiatriques de haut volume versus petit volume, et il montrait que dans les hauts volumes, il y avait plus de neuroleptiques, plus de sévoflurane, en ce qui concerne les hypnotiques, si on peut dire. Et en termes de morphinique, plus de sufentanil et de kétamine. Bref. Alors, quand on s'intéresse maintenant au monitorage, donc, puisque c'est le thème du topo, comment est évaluée la douleur, par exemple? Eh bien, la douleur, elle est évaluée essentiellement par des échelles. Et en premier lieu, la FLAC, qui est, vous voyez, une échelle qu'on peut dire presque comportementale. Et puis le confort B. Bon, celui-là, on va le voir souvent, parce qu'il sert à la fois à la douleur et à la composante hypnotique. Ensuite, l'échelle numérique. Donc, il n'y a que des échelles. Hein. La sédation, elle est évaluée en premier lieu encore par le confort B, qui permet finalement donc les deux. Et puis, une variante du confort et bon, le reste des signes vitaux, etc. Ce qui est intéressant et ce que l'on sait d'ailleurs, c'est que dans ces réanimations pédiatriques, mais c'est pareil chez l'adulte, la surveillance de l'analgésie et de la sédation repose sur les infirmières et sur leur surveillance régulière et l'utilisation des scores. Alors, lorsque les enfants sont curarisés, évidemment, l'utilisation des scores est beaucoup plus compliquée. Donc, à ce moment-là, eh bien, les réanimateurs se basent sur les signes vitaux, sur une évaluation régulière, mais qui est un petit peu empirique. Et puis, l'utilisation donc des moniteurs un peu plus, ce qu'on appelle les electronic devices, finalement, c'est relativement rare. On verra d'ailleurs pourquoi c'est rare. L'indice bispectral est le plus utilisé, vient ensuite le G, et puis bon, bah, pour les curares, le moniteur de curarisation. Donc, ce qu'on peut retenir déjà, c'est que la sédation, elle repose essentiellement, enfin, le monitorage de la sédation repose essentiellement sur l'utilisation d'échelles cliniques et que les moniteurs sont très peu utilisés dans ce contexte, même s'ils le sont un peu plus chez les patients curarisés. Alors les échelles, on ne va pas les détailler, je vous les ai mises là pour les rappeler parce que finalement on ne les connaît pas forcément très bien. Il y a des degrés, c'est assez bien codifié. Ça c'est pour la douleur, ça c'est confort B. Là encore, il y a des seuils, vous voyez, on ne va pas les détailler parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est bien codifié, c'est bien utilisé. Il y a des protocoles d'utilisation régulières et normalement des protocoles d'adaptation des drogues en fonction de ces surveillances régulières des scores. Le problème, c'est que les scores, d'abord, ça prend du temps aux infirmières, c'est pas tout à fait évident, c'est moyennement fiable quand même parce qu'il y a une part d'appréciation, c'est aussi un peu forcément moyennement reproductible,
Et puis, c'est surtout ce qui est embêtant, c'est que ce n'est pas utilisable chez les patients curarisés. Et puis tout ça face à quand même un problème majeur en réanimation pédiatrique, pas que d'ailleurs, mais là en l'occurrence en réanimation pédiatrique, c'est le syndrome de sevrage. Ce syndrome de sevrage, on en a largement parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. C'est un problème majeur quand même qui ressort des enquêtes. Il y a plus de 50% des patients qui sont exposés, qui font un syndrome de sevrage. Il y a 2 facteurs en termes de drogue qui ressortent de façon assez claire dans les études. C'est l'utilisation du fentanyl et du midazolam. D'un autre côté, c'est celles qui sont utilisées le plus souvent. Et ce que l'on sait, c'est que ce syndrome est d'autant plus fréquent que les doses cumulées sont importantes et que la durée de perfusion est importante. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une nécessité de monitorage pour adapter les drogues au minimum de doses nécessaires. Alors, si on regarde le schéma qui s'adapte à l'anesthésie et à la sédation, vous avez 2 composantes, une composante analgésique, une composante hypnotique. La cible, quand vous faites de la sédation, pour éviter le surdosage et pour éviter la mémorisation et la douleur. Donc, si on s'intéresse d'abord à la composante hypnotique, parce que celle-là, je dirais qu'on a un peu de quoi la monitorer grâce à l'électroencéphalogramme. Donc, on va voir très rapidement l'utilisation des moniteurs qui sont basés sur le EEG pour évaluer la composante hypnotique dans le cadre de la sédation. Alors, il se trouve que le EEG, c'est un signal qui est d'abord facilement recueillable, et qui, par ailleurs, a l'énorme avantage de se modifier lorsque vous injectez des produits hypnotiques GABAergiques, je précise. Donc, ces modifications, elles sont extrêmement stéréotypées. Et vous voyez, lorsque vous injectez une petite dose de drogue hypnotique de façon à atteindre un état de sédation, vous obtenez un tracé qui est tout à fait caractéristique, avec des oscillations très rapides, d'amplitude assez marquée. Ce sont des oscillations bêta. Ça, c'était un tracé chez un sujet sain, qui est un tracé assez rapide. Et lorsque vous augmentez votre quantité d'hypnotique, c'est toujours pareil. Eh bien, vous obtenez, ce tracé va se ralentir, se charger en oscillation lente de grande amplitude, jusqu'à finalement des périodes d'inhibition corticale totale avec une alternance de grandes oscillations lentes. C'est ce qu'on appelle les burst suppression. Et on peut même arriver au tracé isoélectrique que je ne vous ai pas mis ici parce que dans le cadre de la sédation, finalement, c'est rare et c'est pas du tout l'objectif. Alors, vous comprenez bien que comme il y a des modifications caractéristiques liées à l'effet des produits et à la dose des produits, l'interprétation de cet EEG, la lecture et la quantification va être intéressante pour évaluer la profondeur de sédation, potentiellement. Néanmoins, lorsqu'on s'intéresse à l'EEG, la lecture directe du tracé EEG, c'est possible, mais ça reste quand même réservé aux gens qui connaissent l'EEG, donc ce n'est pas utilisable en pratique quotidienne au lit du patient par tout le monde. Alors, il y a un certain nombre de moniteurs qui ont été commercialisés, tous basés sur une analyse automatisée de l'EEG et qui fournissent, pour la majeure partie, des indices qui vont aider le clinicien à évaluer les effets du produit qu'ils utilisent sur le cerveau. Alors, si on regarde donc très rapidement ce schéma, ce n'est pas très compliqué, même si ça a l'air un peu compliqué. Vous avez l'activité cérébrale ici avec le tracé EEG brut, le raw EEG comme disent les Anglais, et puis vous avez ce tracé brut, il va passer à travers une espèce de moulinette mathématique qui s'appelle l'analyse spectrale, qui va simplement décomposer les oscillations qui constituent le tracé initial. Et puis ensuite, vous avez 2 façons finalement de traiter ces informations. Soit vous rentrez ces informations dans un algorithme plus ou moins connu et qui va aboutir à des chiffres simples, c'est ce qu'on appelle c'est les indices, et vous avez le BIS, vous avez l'entropie, etc. Soit vous avez une autre forme d'exploitation qui va
prendre le spectre issu de l'analyse spectrale, spectre que vous voyez ici, ça va le décomposer en fonction du temps, c'est-à-dire qu'à chaque intervalle de temps, vous allez avoir un nouveau spectre, et puis ensuite, vous le transformez en couleur, c'est-à-dire que la puissance élevée, c'est-à-dire la hauteur du pic, eh bien, plus ça sera haut et puissant, plus ça sera proche du rouge, et inversement, plus ce sera faible, plus ce sera bleu. C'est une façon de rendre les choses un petit peu plus visuelles. Et ensuite, vous allez repasser en 2 dimensions en regardant par le haut et vous obtenez ce type de dessin qui vous montre par exemple la bande rouge ici, la zone verte ici et le bleu ici. Finalement, ça vous permet de visualiser l'évolution du spectre en fonction du temps à partir de votre tracé EG. Bref. On va s'intéresser dans un premier temps aux indices, parce que ce sont ceux qui sont le mieux étudiés, à la fois dans le contexte de l'anesthésie et dans le contexte de la réanimation, même s'il y a quand même assez peu d'études dans le contexte de la réanimation. Alors voilà par exemple une étude, vous voyez, elle est ancienne, il n'y a pas d'étude récente sur le bis et la sédation. Alors c'est une étude qui s'intéresse donc à des enfants qui sont sédatés, qui reçoivent un certain nombre de produits, comme toujours dans la sédation, moi j'appelle ça de la sédation multimodale. Ici, en l'occurrence, c'est de la sédation procédurale, c'est pas de la sédation en réanimation. Et ces enfants vont avoir à la fois un score clinique de sédation, l'UMSS, et un relevé de la valeur du BIS. Qu'est-ce qu'on voit ici lorsqu'on essaye de corréler ce score clinique à la valeur du BIS? C'est pas... Alors, effectivement, il y a une corrélation qui est positive, enfin, c'est-à-dire c'est significatif, mais c'est quand même pas merveilleux parce que vous voyez que pour une valeur de BIS, finalement, ou pour une valeur de score UMSS, il y a un éventail de BIS extrêmement large. Bon. Alors, les auteurs vont finalement enlever les patients qui reçoivent de la kétamine ou de l'hydrate de chloral ou de l'hydroxyzine ou de la mépéridine, bon, tout un tas de substances qui étaient utilisées dans cette étude. Et là, quand on enlève ces produits, qui sont représentés par ces valeurs-là d'ailleurs de BIS, eh bien, on s'aperçoit que la corrélation s'améliore notablement. Alors, même chose, enfin pas même chose, mais une autre étude réalisée encore en réanimation, ce sont des enfants qui sont sédatés par des benzodiazépines, des opioïdes, et puis aussi du propofol d'ailleurs, et on évalue le score de Ramsay. Alors on voit bien là encore qu'il y a une corrélation, mais on voit aussi la très grande variabilité des valeurs de BIS pour un score de sédation donné. Alors quand on regroupe les états, c'est un petit peu mieux, certes, mais enfin, c'est quand même pas merveilleux en termes d'intervalle de BIS pour un score donné. Alors, ce qu'on peut... Là où c'est un petit peu plus intéressant, c'est la même étude que la diapo précédente, mais cette fois-ci, les auteurs n'ont gardé que les patients curarisés. Et lorsqu'ils ont demandé aux infirmières d'évaluer leur état de sédation tout en étant curarisés, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la relation entre les scores réalisés par les infirmières et les valeurs de BIS, là encore, il y a une énorme différence. Et on voit par exemple ici qu'il y avait ceux-là, c'est ceux qui sont bien évalués, si on considère que le BIS est un bon évaluateur, bien sûr, bien évalués par les infirmières. Les autres patients qui sont ici, finalement, ont été évalués trop sédatés, alors que leur BIS était dans un range correct, voire franchement élevé. Pareil ici pour ceux qui sont, ou plutôt pareil ici pour ceux qui sont évalués insuffisamment sédatés. Il y en avait effectivement un en termes de BIS qui pouvait paraître insuffisamment sédaté et d'autres qui finalement étaient bien sédatés. Et même chose ici. Cette étude donc finalement permet de dire, si on croit au BIS évidemment, que l'évaluation clinique de patients curarisés,
elle est très moyennement fiable. L'évaluation de la sédation est très moyennement fiable. Ce n'est pas très étonnant, puisque dans les scores de sédation, évidemment, rentre en ligne de compte le mouvement, l'expression, etc. Donc, sur un patient curarisé, c'est effectivement beaucoup plus compliqué. Alors, si on revient sur ces indices, finalement, ça, c'est de l'EEG complet, mais vous voyez que c'est quand même assez lourd. Et donc, tous les indices qui ont été commercialisés, vous en avez un certain nombre ici. Le BIS, l'entropie, ici il y a même le Massimo, le Narcotrend, enfin bon, je ne les détaille pas. Ce qu'il faut bien comprendre concernant tous ces indices, c'est que finalement, tous ces moniteurs qui sont basés sur l'électroencéphalogramme, ils sont tous conçus pour produire un chiffre qui va diminuer quand l'EEG va se ralentir, c'est-à-dire quand il va y avoir ces grandes oscillations qui sont liées à la synchronisation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la capacité de ces moniteurs à suivre la profondeur d'anesthésie va dépendre totalement, bien évidemment, des effets EEG, des agents anesthésiques ou sédatifs, en l'occurrence, utilisés. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que seuls les agents GABAergiques vont ralentir de façon majeure l'électroencéphalogramme. Autrement dit, alors, seuls ces GABAergiques ralentissent, mais il y a d'autres phénomènes qui ralentissent l'EEG. Il y a par exemple l'hypocapnie, il y a l'hypothermie, l'hypoglycémie, l'hyponatrémie. Donc ça, ce sont des phénomènes qui peuvent se rencontrer, bien entendu, en réanimation. La diminution du débit sanguin cérébral également induit un ralentissement de l'EEG. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Par contre, à l'inverse, les morphiniques, par exemple, lorsqu'on les utilise aux doses habituelles, alors je ne sais pas si on peut considérer qu'en réanimation, on les utilise aux doses habituelles, parfois c'est à des doses inhabituelles. Bref, ces morphiniques ne ralentissent quasiment pas ou très peu l'EEG. C'est la même chose pour la kétamine, pour le protoxyde d'azote, le xénon. Donc, de façon générale, les antagonistes NMDA ne ralentissent pas ou ralentissent très peu l'EEG. Donc, on comprend d'emblée que pour évaluer la sédation pour laquelle on aura utilisé des associations de produits, ça va quand même être un peu compliqué. Par ailleurs, on a pas mal parlé de la dexmédétomidine. La clonidine et la dexmédétomidine ne ralentissent pas ou ralentissent très peu, pour ce qui est de la dexmét, ne ralentissent quasiment pas l'EEG. Et l'hydrate de chloral, mais enfin bon, ça maintenant, l'hydrate de chloral, on l'utilise plus, mais enfin de temps en temps, il ressort, ne ralentit pas non plus l'électroencéphalogramme. Ça veut dire que tous ces produits, finalement, ils ne vont pas agir sur le BIS. Donc, c'est une difficulté dans l'utilisation de ce moniteur. Donc, si on revient à mon schéma initial, donc les indices, on les a faits. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu au spectrogramme. Alors, c'est la grande mode actuellement, l'utilisation du spectrogramme. Effectivement, c'est amusant parce que c'est très visuel. Alors, je vous dis tout de suite, en sédation, en réanimation, encore moins chez l'enfant, il n'y a pas de données. Mais je vais vous donner quand même quelques infos qui, finalement, en tout cas, donnent un peu envie de l'utiliser et de le tester en réanimation pour voir ce que ça donne. Donc, l'équipe de Emery Brown, c'est eux qui se sont intéressés les premiers au spectrogramme et qui ont décrit ce qu'on appelle des signatures. Signature, c'est finalement le profil de la drogue. Donc, vous voyez ici, c'est du propofol, c'est le EEG sous propofol qui est caractérisé essentiellement par des grandes oscillations lentes avec une petite surcharge d'oscillation rapide. Lorsque on fait le spectre, eh bien, vous voyez, on retrouve ces grandes oscillations lentes qu'on voit ici, delta et un peu de θ. Et puis, il y a un autre petit pic qu'on trouve ici qui représente ces oscillations rapides. C'est des oscillations alpha. Et lorsque on fait le spectrogramme, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on le voit, on regarde par en haut finalement, on retrouve la bande d'oscillation lente ici, les oscillations delta et θ, c'est ce qu'on voit ici. Et puis on retrouve ce qu'on appelle la bande alpha. La bande alpha, c'est juste la visualisation par le haut de ce petit pic ce petit pic d'oscillation alpha. Bref, c'est ce qu'on voit sous propofol. Sous sévoflurane, et d'ailleurs c'est à peu près la même chose sous isoflurane, ça devrait être à peu près la même chose, c'est presque pareil, sauf que les oscillations sont un peu plus riches, disons,
Et il y a moins de différence. La bande alpha existe, elle est moins dissociée des oscillations lentes et on a un profil de ce type. Vous voyez, le bleu, là, c'est qu'il n'y a quasiment rien sur le spectre. Mais il a aussi, et c'est ça qui est amusant vu qu'on parle de sédation, il a aussi déterminé des profils pour des drogues comme la kétamine. La kétamine, elle a peu d'effets EEG. En fait, elle a comme effet une accélération des oscillations de l'EEG et apparaissent des oscillations qui sont ici sur le 30 Hz, mais il y en a même après. Et c'est des oscillations qu'on peut appeler des gamma. On les voit apparaître, vous voyez ici, mais par contre, en termes d'oscillations lentes, il y a très peu de choses. Donc, en fait, en pratique, très peu de modifications, comme vous le voyez ici. Alors, pour la dexmet, il y a aussi le profil de la dexmédétomidine. Eh bien, finalement, il n'y a pas grand-chose. Ce n'est pas très loin d'un tracé éveillé en pratique. Et le spectre n'est pas non plus très loin de celui qu'on obtiendrait sur un tracé éveillé. Vous voyez, en fait, ça se caractérise surtout par du bleu, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais c'est intéressant de l'avoir visualisé. Alors après, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est différent chez l'enfant? Parce que c'est toujours un peu la question. On sait que le EEG de l'enfant est un peu différent, ce d'autant qu'il est jeune, évidemment, de celui de l'adulte. Il est globalement plus lent, avec des oscillations un petit peu plus amples. Et la question qu'ont posée ces auteurs, qui sont d'ailleurs l'équipe d'Emery Brown, eh bien, c'est est-ce qu'il existe des différences de spectrogramme, c'est-à-dire des images que je vous ai montrées, en fonction de l'âge? Ils les ont regardées sous sévoflurane. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Alors, vous avez ici, bon, ça, c'est la puissance spectrale, on ne va pas trop la détailler, c'est-à-dire l'air sous la courbe du spectre, en fait. Et puis, vous avez les spectrogrammes que vous voyez ici en fonction de l'âge, chez le tout petit, le moins d'1 an, ici à peu près vers 6-8 ans, vers 16 ans, et puis ici chez l'adulte. Vous reconnaissez la fameuse bande alpha dont je vous ai parlé sur la diapo précédente. Qu'est-ce qu'ils ont montré? Bien, ils ont montré que les oscillations lentes, c'est la grosse bande rouge, là, elle est toujours présente. Elle est présente chez le tout petit, donc ça, il n'y a pas de souci, on n'a pas perdu nos repères des oscillations lentes. Par contre, la zone alpha, cette fameuse bande, eh bien, elle n'est pas présente dans la... Alors, en fait, ce n'est pas dans la première année de vie, parce qu'on dit qu'elle apparaît vers 8 mois, mais enfin, elle est discrète à 8 mois. Donc, elle n'est pas présente chez l'enfant de moins d'1 an, si on fait de façon schématique, et elle apparaît progressivement quand l'âge augmente. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement, si on veut s'intéresser à l'évaluation de la profondeur de sédation chez le jeune enfant, il va falloir déterminer quels sont les types de spectres, etc. Par ailleurs, tout ça, c'est bien joli, mais c'est sous sévoflurane. Il n'y a pas de données chez l'enfant sous propofol. Il n'y a pas de données, surtout de spectrogramme d'association de produits. Donc, tout reste à faire à ce niveau-là, et on ne sait pas si ça a de l'intérêt, même si c'est à la mode. Alors, de façon très rapide, parce qu'on a vu la composante hypnotique, mais bon, quid de la composante analgésique, c'est-à-dire ce qui vous permet finalement d'évaluer la réponse à la nociception. Alors, je ne sais pas si... Je regarde ma montre quand même. OK. Donc, si on fait de façon très basique, vous avez un cerveau ici, que j'avais dessiné de façon un petit peu basique, avec des zones qui sont les zones bleues, la zone du cortex cérébral, et les zones rouges qui sont le sous-cortical, les zones du sous-cortex. C'est important parce que les processus, par exemple le processus de la conscience, l'intégration de la conscience, elle se fait au niveau cortical. Alors le sous-cortical intervient, mais il faut que le cortex cérébral soit ad intégrum. Par contre, les réponses, que ce soit à la nociception, à l'émotion, mais ça nous concerne moins, ou la mémorisation implicite, eh bien, se font au niveau sous-cortical. Donc, quand vous avez un stimulus douloureux, il se passe quoi? Eh bien, vous avez une intégration de ce stimulus douloureux, et puis vous avez un certain nombre de réponses. En général, déjà, vous enlevez, si vous mettez la main sur la plaque chauffante, vous l'enlevez, vous avez la fréquence cardiaque qui augmente, vous avez peur, et puis finalement vous dites, mais j'ai été complètement stupide de mettre la main sur sur la plaque chauffante. Donc il y a un certain nombre de réponses étagées. Lorsque on fait de l'anesthésie, bien on va inhiber à la fois le cortex et le sous-cortex, d'ailleurs, par l'intermédiaire
donc d'un certain nombre de récepteurs. C'est complexe, hein, les agents anesthésiques, ils ont des mécanismes d'action extrêmement complexes. Néanmoins, quand vous êtes sous anesthésie, vous pouvez finalement avoir un stimulus nociceptif qui est plus important qu'attendu et déclencher un certain nombre de réponses. Et la façon dont on va pouvoir évaluer la nociception sous anesthésie, pour l'instant, c'est éventuellement, ce n'est que l'évaluation des réponses à ce stimulus sous anesthésie. Ces réponses, elles sont essentiellement d'origine autonome, puisque quand même on a arrêté de se fier au mouvement pour évaluer la douleur, donc ce sont des réponses autonomes. On ne va pas toutes les détailler, parce qu'évidemment on n'a vraiment pas le temps. J'ai choisi juste de me focaliser sur une seule réponse, parce que c'est la seule qui soit à peu près évaluée chez le jeune enfant. On va s'intéresser à la réponse en fréquence cardiaque, et notamment aux variations du tonus parasympathique par l'intermédiaire de l'analyse de la fréquence cardiaque pour évaluer cette réponse nociceptive. Et vous voyez ici, pourquoi j'ai pris ça? Parce qu'en plus, il y a une variante de cet indice qui s'appelle l'ANI, mais il y a une variante pour les jeunes enfants. C'est pour ça que j'ai choisi ça, qui est tout à fait utilisable, qui serait tout à fait utilisable en réanimation pédiatrique. Donc voilà une étude assez simple, prospective observationnelle, qui s'est passée à la fois d'ailleurs en péropératoire et sur des enfants qui étaient en réanimation. 51 enfants de moins de 2 ans. Bon, on a regardé simplement les stimulations nociceptives. Bon, puis ils ont pris 2 groupes d'enfants, les groupes d'enfants sains au bloc en gros, et les groupes d'enfants en soins critiques. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que, quel que soit le groupe d'enfants, vous voyez, finalement, eh bien on observe une réaction, enfin une réponse plutôt significative de ce moniteur. Alors il faut savoir que quand il y a une réponse nociceptive, le chiffre baisse. Donc vous voyez ici, il y a une variation significative à chaque stimulation, que ce soit, on n'a pas le temps de détailler, mais variation significative du NAIPE, ça s'appelle le NAIPE. Et puis, donc, une autre étude qui a été faite dans notre équipe, menée par Nada Sabourdin, qui est cette fois-ci, parce que quand on veut se servir d'un moniteur, c'est bien joli de dire que ça réagit, mais encore faut-il que ça réagisse de façon... en termes de quantité, que ce soit proportionnel finalement d'une certaine manière, même si ce n'est pas une proportionnalité directe, à l'intensité de la stimulation douloureuse. Sinon, c'est de type on-off et c'est beaucoup moins intéressant. Donc, pour tester cette éventuelle relation de proportionnalité, eh bien, on utilise en général des stimulations tétaniques d'intensité variable. C'est ce qui a été fait ici chez des enfants anesthésiés, etc. Je ne détaille pas. On a utilisé des stimulations tétaniques randomisées et on a regardé si ça variait et si l'intensité de la variation, enfin plutôt l'amplitude de la variation dépendait de l'intensité de la stimulation. Eh bien, la réponse est oui. En fait, ça varie en fonction de l'intensité. Vous avez l'intensité des stimulations ici, 10 milliampères, 30, 60, et vous voyez que l'intensité de la réponse augmente avec l'importance de la stimulation. Donc ça, c'est plutôt un argument qui nous dit ça peut être intéressant et on pourrait probablement s'en servir. Pour conclure, parce que je crois que le temps est largement passé, ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, le monitorage de la sédation, que ce soit l'analgésie ou la composante hypnotique, il est basé essentiellement sur des scores cliniques. On l'a vu, et c'est essentiellement le confort B et la FLAG. La fiabilité de ces scores, elle est relativement limitée, même si c'est mieux que rien, bien entendu, et elle est d'autant plus limitée que la sédation est profonde et que le patient est curarisé, bien évidemment. Donc la composante hypnotique de la sédation, elle peut être évaluée par les moniteurs basés sur l'EEG, mais leur fiabilité va dépendre complètement de l'agent ou des agents d'ailleurs sédatifs utilisés. Et ces moniteurs sont utiles néanmoins, plus spécifiquement peut-être, sur le patient curarisé pour éviter l'anesthésie trop profonde, puisque c'est quand même ce qu'on cherche à éviter. Et en ce qui concerne les spectrogrammes dont je vous ai un peu parlé, c'est peut-être ça sera intéressant. Je crois que ça, c'est un terrain d'investigation à développer.
En ce qui concerne la composante analgésique, évidemment, c'est également une composante importante à évaluer. Actuellement, on ne peut finalement que quantifier la réponse autonome à la nociception. Et en ce qui concerne, je vous ai montré quelques pistes, mais néanmoins, leur pertinence pour ces moniteurs reste encore à évaluer en réanimation. Autrement dit, il y a encore beaucoup de travail. Je voulais juste vous montrer cette dernière diapositive. C'est l'objectif, je pense, que ce soit pour nous ou pour les adultes, c'est d'éviter la sédation trop profonde. Voilà, donc l'utilité des moniteurs, potentiellement, elle est importante, même si on ne sait pas encore très bien comment les utiliser. Voilà, merci. Merci beaucoup Isabelle pour ces pistes de réflexion sur les façons de monitorer autrement qu'avec des scores dont tu as montré les limites. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a la place pour quelques questions rapides. Toujours pas de questions dans la salle. En pratique, dans ton unité de réa brûlée, vous utilisez le BIS, vous utilisez l'ANI, qu'est-ce que vous faites? On utilise le BIS, on met un EEG quand on a des doutes sur, effectivement, parce que c'est pas facile d'évaluer la profondeur d'anesthésie sur des patients très... Alors, dès qu'ils sont un peu moins sédatés, c'est beaucoup plus facile. D'ailleurs, on a moins besoin de monitorer la sédation. Mais des fois, on se pose des questions, surtout que nous, on utilise des neuroleptiques. Donc, avec des neuroleptiques, on a un état un petit peu particulier. D'ailleurs, je ne vais pas parler des effets des neuroleptiques, mais ça ralentit le EEG. Voilà. Donc, oui, la réponse à ta question est oui, si on utilise quelque chose, on utilise le BIS. Pour la nociception, on met de temps en temps l'ANI, mais c'est pas aussi facile qu'on le dit. L'ANI, c'est une variabilité très importante, et puis surtout, il y a un problème avec l'ANI, c'est que la kétamine perturbe considérablement l'ANI, puisque l'ANI est basée sur la variabilité respiratoire, c'est-à-dire le contrôle parasympathique cardiaque. Or, la kétamine est un inhibiteur parasympathique, et donc finalement, c'est compliqué d'utiliser l'ANI et la kétamine. Or, nous, ils sont tous noyés dans la kétamine. Et au-delà de la kétamine, en fait, puisque tu mesures la balance nociception, antinociception, sympathique, parasympathique, oui. Tous les médicaments qui vont agir dessus, et il y en a quand même un certain nombre, vont venir modifier l'ANI indépendamment de la nociception que tu veux mesurer, quoi. Par exemple, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas aussi catégorique que ça, parce qu'on peut très bien monitorer un patient, par exemple le propofol. Le propofol, alors je ne parle pas de la sédation, mais disons que le propofol est un inhibiteur sympathique puissant. Par contre, l'ANI évalue très bien la réponse nociceptive sous propofol. Pourquoi? Parce que ça maintient une réactivité parasympathique. Donc, ce n'est pas l'effet sur le sympathique qui est gênant. C'est l'effet sur le parasympathique. C'est l'effet des drogues sur le parasympathique. Or, des drogues qui inhibent le parasympathique, il y en a assez peu finalement. D'autres questions? Alors, peut-être moi j'en reposais une. Vous vous servez un peu de temps en temps de la pupillométrie? En réanimation, non. En anesthésie, oui. En réanimation, non, parce que c'est pas très pratique, parce que nos enfants sont petits et que donc chez le petit, c'est pas si facile que ça. On pourrait probablement s'en servir. Je dirais que dès qu'on aura la pupillométrie, pupille fermée, c'est encore moins bien, paupières fermées, là, oui, ce sera intéressant. Mais actuellement, c'est compliqué parce que les petits, ils ont déjà plein de trucs sur la tête. Voilà, pour être franche, non, on ne l'utilise pas en réanimation. Alors, chez l'adulte, ça s'utilise de temps en temps en réanimation pour effectivement évaluer la réponse nociceptive à un geste ponctuel. Ah, voilà une question qu'elle est intéressante. Alors, bon, ça, c'est pas une question d'AMM, mais en fait, on peut le mettre tout le temps, le BIS. C'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est savoir ce que ça veut dire. Et
Ce qui est intéressant dans le BIS, c'est que ça nous donne accès à l'EEG. En fait, il faut savoir que les tout petits, donc les moins de 3 mois, ils ont très vite plus d'oscillation. Dès qu'ils sont sédatés, alors encore plus avec les halogénés. Avec les halogénés, tout de suite, très rapidement, finalement, on a un tracé quasi isoélectrique. Donc voilà, c'est le... Comment dirais-je, oui, on peut l'utiliser chez le tout petit. Après, il faut bien sûr savoir ce que ça représente, comprendre finalement pourquoi le chiffre évolue de telle façon, etc. Mais d'une façon générale, c'est un message général, au sens où quand on utilise un moniteur de l'EEG, il faut comprendre comment il fonctionne et surtout, il faut connaître les effets des produits sur le tracé EEG. Mais ce n'est pas très compliqué en fait. Hein. On pourrait l'apprendre sans aucune difficulté. C'est assez simple. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? On va pouvoir conclure cette session. Je remercie les 3 orateurs pour la qualité de leur présentation. Je vous remercie d'avoir assisté et je vous souhaite une bonne fin de congrès.